Salut mes pirates, c'est le Captain Crochet. Boum pour une nouvelle vidéo, encore une vidéo de cette nouvelle série que vous adorez tous, Regret éternel. On est déjà à l'épisode numéro 5 et pour cet épisode numéro 5, un nouvel invité. Je suis très content de l'accueillir dans cette série. Et ben c'est Florent de Overend. Salut, comment ça va? Salut Captain, comment tu vas? Ah bah ça va bien, ça me fait plaisir déjà de te rencontrer. Et puis merci aussi pour le good job que tu fais pour la boxe en France avec ta page. Voilà, tu as fait quand même ta page Overhand sur YouTube évidemment. Mais pas que sur YouTube, dis-nous en plus. Alors, à la base, Overend, c'est un site internet qu'on a créé avec quelques potes à moi. D'accord. Un site internet www.overend.fr où on essaye de parler pas seulement d'actualité. Je trouve que l'actualité, c'est pas forcément un truc qui est très intéressant à faire parce que c'est des traductions de trucs qui sortent sur le site américain, quoi. C'est pas ce qui m'intéresse moi et c'est pas ce qui intéresse forcément le public d'être le premier à traduire le truc Et et parfois de le des mauvaises sortir avant traductions. le journal de l'équipe et tout. Pardon? Et parfois des mauvaises traductions. Parfois des mauvaises traductions. Voilà, il y en a quelques-uns qui font des traductions à la chaîne, sans viser personne. Mais il y en a certains qui font des traductions, des Google traductions à la chaîne et qui parfois surtout relaient des fausses news, Ouais. des fausses news où juste en les voyant, tu te dis mais c'est complètement faux, ou alors j'attends confirmation. La personne qui l'a sorti n'est pas quelqu'un qui a des bonnes informations habituellement. Et voilà, c'est pas l'actualité, c'est quelque chose qui nous intéresse, qui nous passionne, mais si on veut sortir de l'actualité, on fait un tweet sur l'actualité, on fait une story Instagram sur l'actualité, c'est pas forcément ça qui nous intéresse en premier. On essaye de euh, poster des dossiers un petit peu intéressants, des interviews, des dossiers de boxeurs qui risquent de faire les couvertures des magazines dans quelques années. Le dernier qu'on a sorti, là, c'était un dossier sur Xander Zayas, le jeune portoricain qui vient d'être signé par Top Rank il y a quelques mois. On a sorti pas mal d'interviews également. On a également des podcasts, etc., etc. Et on essaye justement, à travers tout ça, de partager notre passion et non seulement de la partager, mais également de la rendre passionnante pour des gens qui ne sont pas forcément un public averti de la boxe, mais qu'ils puissent à chaque fois retirer des choses et se dire ah bah ça me donne envie de me lever à 4 heures du matin parce que toi, tu as la chance de pouvoir regarder les combats en prime time, mais pour nous, c'est à chaque fois le réveil, le café, et puis on va se rendormir à 7 heures ensuite, et puis on se réveille à midi le dimanche matin. Donc voilà, Ah, j'ai connu faut ça, avoir, j'ai connu ça dans ma jeunesse, j'ai connu ça ah dans les grandes bah, années faut, Canal. faut avoir beaucoup de courage pour motiver les gens à faire ça, parce que c'est pas quelque chose qu'ils font naturellement, et on essaie de les pousser à faire ça pour regarder des bonnes grosses bagarres à Las Vegas ou au Madison Square Garden. Ouais. Donc voilà, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, en tout cas, il y a la chaîne YouTube, le lien sera dans la description, évidemment. Voilà. Et donc, Florent de Overhand, tu connais l'émission Regret éternel. Regret éternel, c'est quoi? Ben, dans l'histoire de la boxe, comme tu le dis, l'histoire est remplie de combats qui se sont faits, mais aussi de combats qui ne se sont pas faits pour une raison ou pour une autre. Ça a été signé, mais c'est tombé à l'eau. Ça ne s'est jamais fait alors que les deux grands champions étaient de la même époque. Bref, on parle aussi de tout ce pan historique de la boxe, de ces combats fantômes quelque part, tu vois. Et donc à chaque fois, mon invité le choix de nous donne trois choix plutôt, devrais-je dire. Et alors, quel est ton premier choix de regret éternel que tu as, de combat qui n'est jamais arrivé et que tu aurais tellement voulu voir? Alors, le premier regret éternel dont je vais te parler, c'est celui de Morales contre Prince Nassim Ahmed. D'accord. Alors, je le donne en premier parce que c'est pas seulement un combat en fait qui est un regret. Je vais t'en dire un peu plus et je pense que tu comprendras où je veux en venir en te citant le top des poids plumes de Ring Magazine en 2003. On a Marco Antonio Barrera qui est champion ring. On a Eric Morales qui est numéro 1. On a Prince Nassim Ahmed qui est numéro 2. Et on a Juan Manuel Marquez qui est numéro 4. Et on a Manny Pacquiao qui est numéro 1 du classement des junior feather. On aurait pu avoir
on aurait pu avoir et on aurait dû avoir ce qui s'est passé avec les 4 Fantastiques, avec 5 mecs. Ces 5 mecs-là, ils auraient dû tourner ensemble et on aurait dû avoir une génération de poids plumes qui tourne et qui tourne et qui tourne et qui tourne. Alors, on va pas faire les fines bouches parce qu'on a déjà eu des très bons combats entre Manny Pacquiao, Morales, Barrera et Morales entre eux, Pacquiao et Juan Manuel Marquez, etc., etc. Mais déjà, moi personnellement, j'aurais bien aimé que Marquez s'invite un petit peu plus dans la danse et aille rencontrer Barrera et Morales à cette époque-là, au début des années 2000. Et pour moi, l'un des absents de cette liste-là, c'est Prince Nassim Hamed, qui a rencontré Barrera une fois, qui s'est fait taper. Et faut savoir que Prince Nassim Hamed, JC de Box Attitude a sorti une vidéo sur lui il y a pas longtemps, 1 ou 2 semaines, il me semble. C'est quelqu'un qui est provoquant, qui est une figure où soit on l'admire, soit on le déteste, mais voilà, il provoque des choses chez les gens. Mais c'est pas seulement ça. Ce qu'il a en plus, et je suis entre guillemets bien placé pour en parler, c'est que c'est l'un des seuls grands champions de boxe d'origine arabe de l'histoire de la boxe. Il y en a très peu. Et quand on est, comme moi, un jeune maghrébin de 15 ans qui commence la boxe, on a envie d'avoir un champion dans l'histoire qui nous ressemble. Un mec qui fait les mêmes dégradés que nous, tu vois. Moi, je peux plus les faire, les dégradés, mais à l'époque, je faisais des dégradés comme Prince Nassim Hamed. Et ce qui me dérange avec la carrière de Prince Nassim Hamed, c'est qu'il n'a pas rencontré de grands champions. Et franchement, j'en ai rien à cirer qu'il rencontre Morales et qu'il se fasse défoncer, parce que pour moi, il se sera fait défoncer contre Morales. Mais au moins, il les fait, ces combats-là. Qu'il les fasse. Et pour être un grand champion, pour qu'on se rappelle d'un grand champion, il faut qu'il ait des grands combats. Alors, et c'est ça qui manque. Alors était-il un grand champion? Ah, c'est ça, c'est exactement. Et c'est ça qui fait qu'il n'en est pas un. C'est ça qui fait que quand tu parles des grands champions dont tu te rappelles dans l'histoire de la boxe, c'est quand il a rencontré d'autres grands champions. Et je suis également je le vois, je l'ai vu derrière dans ton décor, un grand fan de Roberto Duran, qui est connu pour sa rivalité avec les 4 Fantastiques. Il s'est fait défoncer par les 4 Fantastiques. Ils l'ont tous tapé. Il a perdu contre les 3. Et pourtant, c'est une icône. Parce qu'il les a rencontrés, parce qu'il a fait un magnifique combat contre Hagler, alors parce qu'il a toute une partie de sa carrière aussi dans les années 70, dans laquelle il gagne plein de combats, etc. C'est principalement... voilà, attention. Attends, c'est principalement pour ça. Roberto Duran, ça commence en 68, et toutes les années 70, Roberto Duran, c'est le plus grand léger de l'histoire. Bien sûr. Grâce à... Voilà, les gens ne comprennent pas, c'est que dans les 4 Fantastiques, lui, il a déjà une... Enfin, avec un peu Hagler aussi, mais surtout Duran, il a une carrière d'une longueur quand arrivent ces grands combats qui est quelque chose. Et c'était lui le mec le plus institué à l'époque, Roberto Duran. Et à la différence, pour rebondir tout de suite, Roberto Duran, à la différence d'Hamed, c'est qu'il y a des défaites chez Duran, mais il y a des renaissances. Il revient, il abandonne pas. La boxe lui met des coups, des leçons dans la gueule, mais il revient. Et c'est ce que je reprocherais, s'il reproche il y a bien sûr à Prince, c'est quand la boxe, parce que la boxe gagnera toujours contre toi, tu vois. Il y a que Floyd qui s'en sort bien, et André Ward et quelques autres, mais en général, la boxe va toujours te mettre un gros stop, qui que tu sois. Et qu'est-ce que tu fais après ça? Moi, je trouve que Hamed s'est complètement désintégré avec cette défaite de Barrera. Qu'en penses-tu? Mais je suis complètement d'accord avec toi. Et justement, moi, c'est ça que j'aurais aimé. J'aurais aimé que, en fait, il reste tel qu'il est et ces combats-là, ils les prennent. Honnêtement, tu me donnes 5 combats en plus de Prince contre une revanche contre Barrera, il se fait taper une deuxième fois, un combat contre Morales, il se fait taper, un combat contre Pacquiao, il se fait taper. J'aime. Pour moi, ça apporte du plus à sa carrière, de faire ces combats-là et de boxer, et il aurait peut-être été magnifique sur certains rounds. Il aurait fait des choses peut-être incroyables, et puis tu l'aurais vu rentrer sur le ring, faire sa pirouette avec Pacquiao en face, qui va prier dans le coin, etc., avec sa teinture blonde à l'époque et tout. Ça aurait été iconique. Et
ça, c'est quelque chose qui manque. C'est quelque chose qui manque à l'histoire de la boxe, c'est d'avoir ce Prince Nassim Hamed flamboyant face à des personnes qui sont également flamboyantes. Et pourquoi je faisais Ce le qui manque parallèle à avec Prince, Roberto Duran? plus qu'à l'histoire de la boxe, ce qui manque surtout à Prince, Bien sûr, comme bien tu sûr. dis, finalement, il lui manque, pour qu'il rentre, parce que là, on est presque en train de faire une discussion Hall of Fame, Prince Nassim Hamed, c'est génial. Et j'adore. Mais ce qui lui manque aussi, c'est qu'il n'a pas de grande rivalité, finalement. Et que cette défaite contre Barrera, il ne la transforme pas en rivalité en essayant d'avoir un rematch ou même essayer de faire une trilogie. Pourquoi n'aurait-il pas gagné le rematch? On ne sait pas. Mais voilà, et je pense qu'il rate le coche aussi à pas faire une rivalité avec Kevin Kelly. Tu vois, ils auraient pu faire Ouais. plusieurs combats, tu vois, l'un contre l'autre, ça aurait été pas mal aussi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à penser quand on parle de Prince. Ouais. Bah, moi, qui me, c'est ça qui me fait mal, c'est que de me dire, le premier abord que tu as quand tu regardes la carrière de Prince Nassim Hamed, c'est vraiment le regard premier, le regard vraiment brouillon, c'est de te dire, c'est pas mal sa carrière parce qu'il a une seule défaite. Et en fait, après, quand tu te plonges un petit peu plus dedans, bah, moi, je me dis, j'aurais préféré qu'il ait 5 défaites en plus, mais contre eux, Pacquiao, il y a Ring Magazine qui a sorti un numéro là-dessus, là, il y a pas longtemps. Voilà, Pacquiao contre Prince. C'est Tout pour à ça que fait. j'avais pas cité Pacquiao. Je me suis dit que voilà, les gens qui suivent ta chaîne ont sans doute reçu Ring Magazine à la maison avec tout un numéro là-dessus. Ouais. Il est Euh, là, euh, il est juste là, il est juste là. ouais, voilà, c'est ça. Tu vois. Donc, euh, je, je, j'aurais voulu plus de défaites contre des grands boxeurs. Quand je pense à la carrière de Prince et quand je pense à ce qu'il représente, je sais pas si toi tu le ressens, mais quand je parle à plein de personnes de mon entourage qui suivent pas forcément la boxe, mais qui connaissent Prince Nassim Hamed, j'aurais voulu qu'il y ait plus de volume de combats contre des légendes que sont Morales. J'ai pris Morales parce que pour moi c'est peut-être le combat où il aurait pu exprimer sa technique le Ça aurait plus été très et pas technique. être Très technique, ouais, tout à fait. exactement, exactement. Et pas être face à le rouleau compresseur Barrera qui lui marche dessus constamment. C'est quelque chose j'aurais aimé. Alors je parle de Morales, mais voilà, encore une fois, j'aurais aimé voir Prince Nassim Hamed, sans doute malheureusement dans des défaites, mais dans des gros combats. Et je trouve que c'est quelque chose qui manque, comme tu dis, à Prince Nassim Hamed, mais également à toutes les personnes qui aiment Prince Nassim Hamed. Ouais, ouais, tout à fait. Ben, ouais, et puis ça nous replonge. Moi, j'ai cette période Prince Animal, je l'ai pris en pleine poire aussi plus jeune, tu vois, cette période 95, 95-2001, j'ai pris en pleine poire. Et effectivement, ces entrées, les stades en Angleterre, les entrées avec les lasers, enfin les entrées très années 90, tout ça, puis tu sais, ce développement du personnage, quoi, parce qu'on le voit et tout, c'est son KO au premier coup, voilà, et puis quand il fait comment dire, le grand saut américain, c'était quand même quelque chose. Hein. Ça a été, il a été très très proche de devenir un phénomène culturel. Hein. Très 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 proche. Il a manqué peu de choses. Parfois aussi, il y avait une tendance, plus sa carrière a avancé, il y avait une petite tendance au mauvais goût qui était un petit peu chiante, mais kiffant. Puis, de toute façon, Prince, quoi qu'il en soit, t'es obligé, quand tu fais ta discussion all-time des Sospo, t'es obligé à un moment donné de parler de Prince. Hein. T'es obligé. Hein. Enfin, je veux dire, indiscutablement. Enfin, je sais pas où tu le mettrais, mais moi, je pense que je le mets quand même dans mon top 10 easy des meilleurs gauchers de l'histoire. Et enfin, c'est incroyable. Alors, c'est peut-être pas à prendre tout de suite quand tu commences la boxe, tu sais. Ouais, C'est c'est peut-être clair. pas à regarder tout de suite. Faut peut-être que t'acquières les fondamentaux pour après regarder Prince puis dire ah ouais d'accord il ose de faire des trucs comme ça tu vois c'était quand même assez dingue quelle vista mais pareil comme tu dis vista par rapport à un certain degré d'opposition et pourtant c'était quand même c'était pas des rigolos et puis quand arrivait le top du top du top comme tu dis bon ça a explosé en plein vol voilà donc alors pour toi, pour qu'on arrête là-dessus, j'ai bien compris ton regret éternel, mais pour toi, Prince, il rentre au Hall of Fame ou pas? Non, À cause de tout ce qu'on a non, dit. non, non.
à cause de voilà, pas à cause de l'opposition, tout simplement. C'est pas possible. Je pense qu'il y a des gens qui n'y sont pas rentrés et qui ont affronté des meilleurs boxeurs que lui, qui ont des carrières plus complètes. Je pense pas que je pense pas que ce soit possible de le faire rentrer là-dedans. Euh, j'aurais aimé, et surtout en fait, c'est ça qui fait mal, c'est au vu de sa génération. Au vu de sa génération, de cette génération que j'ai citée, le classement Ring Magazine des poids plumes à l'époque, mais comment c'est possible qu'il ait affronté que Barrera et qu'une fois, quand on voit tout Il y a un ce qu'il y a. problème de timing aussi. Il y a un petit problème de timing parce que quand son nom est vraiment établi aux États-Unis, c'est malheureusement Ouais. quand ça va s'arrêter pour lui avec la défaite de Barrera, quand les autres sont vraiment en train de, tu sais, de blow out, Hmm. d'exploser, tu sais, Morales, et comme tu dis, tout ça, parce que Morales, son gros combat contre Pacquiao, c'est 2005, sa rivalité a commencé en 2000 avec Barrera, et puis justement, les gens vont être plus focus sur cette rivalité Barrera-Morales, ça va remplir l'espace. Donc il y a un petit problème de timing si tu vois, et pourtant ils auraient pu se faire parce que Barrera, dès les années 90, c'est un nom assez important. Si seulement, en fait peut-être le gros regret, si seulement il avait pris Barrera, mais genre en 98, tu vois, ça aurait été peut-être, l'histoire aurait été peut-être complètement Ouais, différente, c'est tu possible. Ouais. vois. Parce que Barrera, Est-ce qu'il l'aurait fait? Est-ce que c'est pas un combat qui l'aurait encore plus détruit à ce moment-là dans sa carrière? où est-ce que ça serait passé? Parce que Barrera, à l'époque, il a eu des défaites, il a eu des déconvenues Hmm. aussi, tu vois, contre Junior Jones, si je me souviens bien. À l'époque, c'était le face assassin, on oublie Hmm. le dire, dans les années 90. Donc si, peut-être, tu vois, enfin, voilà, on est déjà en train de refaire l'histoire, on est déjà en train de prendre la DeLorean pour essayer de changer l'histoire, Overhand. Faut qu'on arrête, sinon on va tout changer. Voilà. Alors, dis-moi, monsieur, on va passer maintenant sur ton deuxième regret, qui va aussi vous faire beaucoup jaser. Dis-moi, ton deuxième regret éternel, c'est quoi? Alors, je vais laisser le troisième, on en a parlé un petit peu en off, pour te faire criser en fin d'émission. Et je vais parler de mon deuxième qui est Floyd Mayweather contre Amir Khan. Ah, voilà. Très intéressant ce choix, très intéressant. Voilà, alors là, c'est la dernière décennie, hein, ce combat, il était dans l'air du temps pendant plusieurs années, hein, au milieu de la décennie, 2014 notamment, et tout ça. Donc ça nous a beaucoup fait cogiter. Alors dis-moi, pourquoi il te manque tant ce combat? Alors, ce combat, il me manque parce que, alors déjà, c'est ma génération. Amir Khan, c'est ma génération. Floyd Mayweather, c'est en tout cas sa deuxième partie de carrière, la fameuse partie de carrière Money May. C'est vraiment ma génération. C'est avec cette génération-là que j'ai grandi dans la boxe, etc., etc. Et comme tu le dis, c'est une discussion qui a vraiment animé le début des années 2010. Pour ceux qui s'en rappellent, c'est quelque chose qui me fait marrer, hein, mais euh, dans toutes les gossips qu'il y a autour de Floyd Mayweather, il y a un moment pendant lequel il avait organisé des concours pour décider de qui il allait affronter. Et les deux personnes de ce concours-là, c'était Amir Khan et Marcos Maidana. Et, euh, et Amir Khan, en fait, a gagné les concours. Tout le monde avait voté pour Amir Khan. Et finalement, il a affronté Marcos Maidana parce que je pense qu'il y avait déjà, je pense qu'il pensait que c'était un petit peu moins risqué. Finalement, bien mal lui en a pris puisque c'était un combat plus compliqué que prévu contre Marcos Maidana. Mais également, je pense qu'il se disait que euh, à ce moment-là, dans sa carrière, il y avait peut-être une narrative plus facile à pousser par rapport au combat de Maidana contre Bronner, Oui. où Maidana avait vraiment tapé Bronner et qu'il y avait toute la narrative du Moi, je vais grand faire ce que frère qui Bronner sait vient pas venger le faire. petit frère, etc., Ouais. etc. Donc c'était peut-être, en termes de promotion, c'était peut-être plus intelligent de faire ça pour Mayweather, mais le fait est qu'il avait dit je vais faire un sondage et je vais affronter le nom qui ressortira de ce sondage-là, et ce nom-là, c'était Amir Khan. Alors, pourquoi ce combat-là, c'est un regret éternel? Parce que j'ai grandi en regardant des gens essayer de casser la gueule à Mayweather, et vraiment essayer de lui rentrer dedans, essayer de vraiment lui faire mal. Ouais. Est-ce que la solution face à Floyd Mayweather, c'est pas d'essayer de le hotboxer? Est-ce que ça aurait pas permis, est-ce que avec un technicien comme Amir Khan,
on n'aurait pas pu avoir des rounds où on se dit mais putain, il est en train de le faire le con. Il est en train de le faire. C'est ce que Khan dit lui-même. Hein. C'est ce que Khan dit lui-même. Il dit que s'il avait eu ce combat, il le dit d'ailleurs sur Sky Sport il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, il, le, il le dit lui-même. Euh, hop, si je me trompe pas. Excuse-moi, je suis avec mon petit système. Hop, parce que j'avais rencontré Khan il y a quelques années de ça. Il le dit lui-même qu'il n'aurait pas du tout pris la même technique que la plupart notamment des boxeurs latinos qui ont affronté Mayweather et qui sont rentrés dedans, qui ont essayé de pousser Mayweather. Lui, il aurait proposé un vrai combat de boxe avec finalement son arme de prédilection, la vitesse. Et il le dit encore ça. Et effectivement, rien que pour cette approche qui était quand même assez nouvelle et intéressante, ça aurait été vraiment intéressant à voir. Je suis d'accord avec toi. Alors, Amir Khan, il a la carrière qu'il a, mais c'est vrai que à cette époque-là, on va dire 2014, tu sais, il boxe aussi en sous-carte d'une des soirées de Mayweather, si je me trompe pas. Parce que il y a ce combat où Khan est vraiment en marche sur l'eau. Il y a ce combat contre Ouais. Collazo. Ça arrive. Et Collazo, vous savez que j'adore Collazo, mes pirates, vous savez, mais là, contre Khan, il n'y a pas eu photo. Khan était vraiment au-dessus. Alors, je ne sais pas si c'était en sous-carte. Je crois que c'était en sous-carte d'un combat. Et notamment, c'était fait en sous-carte pour maintenir le buzz. Maintenir le buzz de cet affrontement. Parce qu'à un certain moment, quand il y avait Mayweather qui regardait un combat, à quelques rangées de là, il y avait Khan qui était posé à côté et on faisait souvent des plans rapprochés et on ne parlait que de ça, c'est vrai, on ne parlait que de ça. Et donc, à ce moment-là, aussi, je suis assez d'accord avec toi, peut-être que Khan, il était peut-être dans, un des meilleurs moments de sa carrière. Il s'était renouvelé, il avait eu des défaites par le passé, mais c'était bien renouvelé et il aurait été peut-être extrêmement dangereux. Voilà, et donc amertume totale. De toute façon, Khan reste un petit peu amer que ça soit pas fait, parce que rien que pour les bifetons quand même. Mais effectivement, ça laissait présager un combat de boxe euh, vraiment pas habituel concernant Mayweather. Ça, t'as bien raison. Ouais. Exactement. Et alors, effectivement, déjà, sur ce que tu viens de dire, je pense que ce qu'il faut bien rappeler, c'est que Amir Khan dit tout et n'importe quoi en interview. Donc, faut pas toujours, faut pas toujours écouter tout Attends, ce non, qu'il mais attends, raconte. moi je t'explique. Je l'ai vu, donc j'ai assisté. Tiens, hop, j'ai assisté à ce combat-là. C'était de Ouais. World Barrier et c'était à 2 semaines de Canelo. Et donc, c'était à Auckland, et dans les coulisses, Khan, parce qu'il s'entraîne avec Virgil Hunter, il était là, et donc il était dans les coulisses et il faisait du média, tu sais, du média day, on était tous là, et il était en train de nous vendre le Canelo, tu vois, mais il était persuadé. Et nous, on était comme ça, et on se regardait, tu vois, on se regardait les uns les autres, et tout, et avec un peu plus de doute que lui, mais lui il avait zéro doute, hein. Il avait zéro doute, mais je te dis, c'est un très bon vendeur, hein. Parce que, écoute, je l'ai écouté une demi-heure, au bout d'un moment, je dis, ok, 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 bon après ce qui s'est passé, ce qui s'est passé, tu vois, et maintenant il le dit lui-même que c'était la grosse erreur de sa carrière, mais ouais, effectivement, Ken, c'est un putain de bon vendeur, vraiment. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est clair. Et je pense qu'il y a aussi, enfin, je sais pas, mais il y a quelques trucs où tu le vois qui, il a des sorties où tu te demandes s'il a encore toute sa tête, quoi. S'il n'y a pas des trucs qui se passent un peu, voilà, Il est compliqué, c'est comment un il gère la personnage compliqué. célébrité, etc., etc. Mais effectivement, je pense que Il y a des choses, hein. l'une des choses qui fait qu'il a éternellement et qui va éternellement regretter ce combat-là, c'est la paye qu'il aurait pris. Oui. La paye qu'il aurait pris. Mais nous, en tant que fans de boxe, ce qu'on doit regretter, c'est d'avoir vu, comme tu dis, cette situation-là, d'un mec qui monte sur le ring en se disant, je vais pas du tout lui rentrer dedans, je vais avoir un jeu d'échecs. Et un jeu d'échecs de feinte, de direct avant, de séries longues, avec derrière des sorties. Est-ce que le système de défense et les moyens de défense de Floyd Mayweather auraient réussi à faire un barrage contre la déferlante de techniques qu'envoyait Amir Khan? Voilà. Et est-ce que également Floyd Mayweather, qui est pas forcément connu pour son punch,
aurait réussi à éteindre la lumière avec Amir Khan, puisque son interrupteur est quand même relativement facile à toucher, en tout cas à ce niveau-là de sa carrière, c'est toute une interrogation et Ah, c'est un combat il aurait qui fait nous les deux. manque. Je pense que c'est un combat qui nous manque et qui aurait fait. Enfin, c'est un truc où on aurait regardé 30 fois et où on aurait fait des rounds au ralenti pour voir exactement comment le mec bouge son pied, à quel moment, comment il bouge son épaule quand il envoie son crochet, etc., etc. C'est deux génies de la boxe. Y aurait-il eu des overhand? C'est possible, Hein, c'est y possible, c'est aurait-il eu des possible. Je pense overhand? qu'il y aurait eu surtout beaucoup de jabs. Je pense qu'il y aurait eu beaucoup de jabs. Ouais. Euh, Mais il aurait, euh, enfin, Amir Khan, normalement, il aurait dû maximiser son volume de coups, ce qu'il savait faire. Parce que, aussi, Mayweather, il y a le shoulder roll, on connaît tout de Mayweather, mais aussi un aspect de Mayweather, c'est qu'il est jamais aussi bon que quand il est dans son tempo à lui. Ce qui a un mi-tempo, tu sais, qui a un mi-tempo très particulier, voilà. Et honnêtement, moi je suis très premier degré en disant que un des rares qui aurait peut-être pu vraiment le gêner, c'est l'emmerder là-dessus, ce que n'a pas réussi à faire un Canelo par exemple, l'emmerder là-dessus c'est Amir Khan, avec un débit de coup, même si c'est bloqué, même si ça passe à côté, mais juste pour empêcher aussi Mayweather de d'exprimer quoi que ce soit pendant de longs moments dans les rounds, effectivement, ça aurait été très intéressant. Alors, question, est-ce que tu penses que Amir Khan aurait pu faire mieux que Zab Judah? je pense que le problème d'Amir Khan, c'est que à un moment dans sa tête, il pète un câble. Dans les combats, à un moment, il se dit je suis le roi du monde. En fait, il est souvent en réussite sur les débuts de combat. Oui. C'est le meilleur boxeur de 4 rounds de l'histoire, hein, presque. Exactement, exactement. Et c'est un tueur en début de combat parce que c'est un génie de la boxe. Et puis après, je sais pas si c'est peut-être un manque de conditions physiques, des fibres musculaires qu'il a pas, ou c'est peut-être le menton, il prend trop de coups et il commence à sortir de son combat. C'est possible. Moi, je pense que c'est aussi que mentalement, ces situations-là de réussite dans lesquelles il est lui font pousser des ailes et qu'il commence à se dire que c'est je sais pas qui, que c'est Marvin Hagler et qu'il a de la puissance dans les poings et qu'il peut partir à la guerre et que il s'enflamme. Exactement, voilà, que il est pas anglais mais qu'il est mexicain et qu'il peut envoyer 15 crochets à la suite et faire des parades avec le front. Non, 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 non. Jab, jab, tu fais ton retrait avec les deux appuis, tu te déplaces, voilà, tout ça il oublie. Et je pense que ça lui aurait posé problème contre Mayweather et je pense qu'il serait sorti du combat au bout d'un moment. Mais honnêtement, en tant que personne qui aime la boxe, ça aurait été des rounds qu'on aurait enregistrés sur une petite cassette et qu'on aurait regardé en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, parce que ça aurait été vraiment une démonstration de boxe et de technique qui manque qui manque à la carrière de Mayweather. Ouais, tout ça. Puis pour reparler d'Amir Khan, pour un peu aussi lui rendre grâce, parce que c'est vrai, il a pas le menton, mais ce que j'ai particulièrement apprécié dans sa carrière, c'est que le mec se relève. C'est que le mec repart au charbon. Et ses combats contre Maïdana, son combat contre Maïdana, bon, quand il se fait aussi démonter par Danny Garcia, il est pas, comment dire, il est pas cloué au sol. Il est debout de nouveau, il veut repartir, mais bien sûr, l'arrêt de l'arbitre est complètement justifié. Et bon, après, et en fait, finalement, le moment de bascule dans sa carrière, c'est vraiment ce choix avec Canelo, parce que là, avec Canelo, on a cru qu'il était mort. Là, on a cru qu'il était mort. Alors, et après, il est revenu, mais avec une compétition moins élevée, tu vois, moins élevée. D'ailleurs, j'ai parlé avec le promoteur d'un de ses adversaires. La vidéo est en ligne, mes pirates, avec Lee Baxter, qui est le promoteur de Sammy Vargas. Sammy Vargas qui le noque 2 fois. Qui est pas si loin de faire un upset, et Sammy Vargas, ça sera jamais Mayweather, hein, on est bien d'accord. Et voilà. Et donc, double regret éternel pour finir avec ça, c'est qu'on n'a pas Khan contre Mayweather. Et là, bon, peut-être que Floyd intelligemment se dit bon, lui, il est vraiment, ça va être trop chiant pour moi. On va essayer de l'éviter. C'est certainement ce qui s'est passé. Mais Khan qui n'affronte pas Kell Brook, ça sera un gros regret de l'histoire, notamment de la boxe anglaise, parce que
Je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi, ce combat, il est mort définitivement. Ouais, alors là où j'ai un petit peu plus de mal à avoir des regrets autour du combat Brook contre Khan, c'est que je trouve qu'on en a trop parlé par rapport au combat que ça aurait été. Mm. Peut-être après parce que je le ressens pas de la même manière, parce que je suis pas britannique et que je ressens pas cette folie de stade de foot qu'il y a en Angleterre. C'est sans doute des combats qu'il faut aller voir. C'est vraiment une folie, mais on en a trop parlé. Honnêtement, j'en entends parler depuis des années, et puis Ouais. les deux en parlent dans tous les sens. Ils disent que c'est la faute de l'un, la faute de l'autre. Ouais, non, Au bout ça d'un fait moment, ressortir leur mauvaise foi, c'est assez pénible. voilà. Et puis surtout que, en fait, les mecs en parlent. Moi, honnêtement, j'ai l'impression de revivre ce qu'on a eu pour Mayweather-Pacquiao, d'avoir dans tous les sens des rumeurs et des rumeurs et des rumeurs. Sauf que ces mecs-là ne sont pas Mayweather et Pacquiao. Donc on a supporté ce cinéma-là parce que on avait le meilleur boxeur des années 2000 contre le meilleur boxeur des années 2010. Hein, pound for pound, les deux meilleurs des deux premières décennies du millénaire. On va pas faire ça pour Kell Brook et Amir Khan. On peut pas supporter leur cinéma et toutes leurs histoires de mythos à deux balles, etc., pour Kell Brook contre Amir Khan. Ouais. Si vous voulez vous boxer, boxez-vous, mais au bout d'un moment, voilà. Ah bah de toute façon, ils ont raté. De toute façon, et au bout d'un moment, tu sais, en termes promotionnels, faut pas que ça arrive, faut pas que ça arrive. T'as atteint un pic, et là, faut vraiment le faire à ce pic-là, parce que sinon, après, ça redescend comme un soufflé, et les gens crient à la farce avant même que le combat ait lieu. Donc, tout à fait. En parlant de pic, c'est quelque chose dont on parle pas énormément, mais je pense qu'il faut vraiment féliciter toutes les personnes qui ont été impliquées dans les combats entre Canelo et Golovkin, parce que je trouve que c'est justement l'exemple parfait de ce pic-là, de ce combat qui se fait à ce pic-là, où il y a l'attente qu'il faut, mais où ils attendent pas trop longtemps. Et j'ai vraiment eu cette impression-là avec Golovkin et Canelo, d'avoir ce combat-là pile au moment où je le voulais. Et Ah, c'est quelque chose qui arrive ouais. pas assez souvent, je trouve. On a Alors quand même peut-être que t'as attendu, pas le même on a sentiment, quand même mais attendu moi j'ai pas assez putain souvent de ce grosses années. sentiment-là dans la boxe, et je l'ai eu sur ce combat-là. Ah ouais? Ouais, Ouais. je pense ils ont. Bon alors, il y a eu la chance d'attendre que, en gros, pour schématiser, attendre 2 grosses années. Voilà. Mais si ça s'était fait tout de suite, par exemple en 2015, que moi j'estime être l'année de pic de Golovkin, peut-être que l'histoire aurait été différente. Peut-être pas, on n'en saura pas, mais je pense que très bien joué de la part de Canelo qui nous a fait une Mayweather, qui l'a pris au bon moment. Et voilà. Mais ça donne des combats, surtout le deuxième, ça donne des combats direct dans l'histoire, quoi. Ça c'est bien. Dans la grande histoire de boxe. Surtout le deuxième. Alors voilà, donc ce deuxième regret, Mayweather, Khan, pour Overhand, est là, un regret qui était basé un peu sur le Styles Make Fight, un petit peu, j'ai l'impression. Voilà, tu m'as fait, quand tu m'as donné ça cette semaine pour préparer l'émission, tu m'as fait réfléchir, et toute cette génération là, des années 2010, surtout chez les Walter, ils étaient nombreux chez les Walter. euh, il y a un combat, moi, un regret éternel. Alors, je vais pas en parler, mais c'est juste parce que tu m'as donné l'idée. Alors, finalement, un regret éternel que j'ai sur cette génération-là, j'aurais quand même bien kiffé voir Danny Garcia contre Adrian Bronner. Ah, je suis peut-être le seul pour ça, mais en y repensant, j'aurais quand même kiffé, parce que Styles Make Fight, j'aurais kiffé. Enfin, voilà. Enfin, pour reparler de ces énergumènes-là, peut-être, Laurent, que tu seras de retour sur la page pourquoi pas, pour en reparler. On Pour verra. en parler peut-être de personnes impliquées dans certains combats dont tu viens de parler, et de certaines personnes qui ne sont pas Mayweather mais qui aimeraient bien l'être. Qui aimerait bien l'être. Ouais. Et malheureusement, personne ne peut l'être. C'est ça le gros problème. Voilà, alors ça c'était le deuxième regret. On passe déjà au dernier, tu vois. On passe déjà au dernier. Alors là, je ne comprends pas, Florent. Pourtant, moi, je t'apprécie, je te trouve sympathique, tout ça. Et puis, voilà que Monsieur Overhand nous propose un troisième choix, mais alors là, je sais pas si tu veux faire que mon palpitant explose, que j'ai une descente d'organes, je sais pas ce qui se passe, mais toi, tu nous proposes ça. Voilà. Klitschko contre Klitschko. Mais pourquoi? Mais pourquoi donc? Alors, la première raison,
principal, c'est pour te faire chier. Ah bah, Non, pourquoi est-ce que je parle de ce combat-là? euh, je suis comme toi et je pense que tout le monde est comme toi dans l'idée que euh, cette période-là, c'est une période noire pour la boxe poids lourd et que quand c'est une période noire pour la boxe poids lourd, c'est compliqué pour la boxe en général parce que beaucoup de gens ne regardent que la boxe poids lourd et ne s'intéressent qu'à ça. Euh, Maintenant, il y a une partie de l'analyse qui veut que euh, cette période noire vienne du fait qu'il y a un niveau assez bas et que ces deux énergumènes aient une boxe qui soit pas forcément la plus agréable à voir boxer. Je pense qu'il y a aussi un aspect qui est souvent négligé, c'est ce qui fait les grandes époques, c'est les grandes rivalités. Et on aurait parlé complètement différemment de cette époque-là si ces deux mecs-là qui mais dominent complètement la catégorie sur la fin des années 2000 n'étaient pas frères. Si Vitali et Vladimir étaient Shevchenko et je sais pas quoi, Dupont. et voilà, et Dupont, pourquoi pas, je cherchais un nom à consonance ukrainienne, mais pourquoi pas un Dupont ou j'en sais rien, un Garcia ou quoi que ce soit. Et s'ils s'étaient tapés dessus, ben, tout aurait changé en fait. À cette époque-là, tu rajoutes deux combats à Vitali et Vladimir, l'un contre l'autre, avec une victoire chacun, mais ça change complètement le paysage et la vision que tu as de cette période-là de la boxe, je trouve en tout cas. Euh, c'est des mecs, attention, je veux pas dire et je veux pas leur jeter la pierre sur le fait qu'ils ne se soient pas boxés. Déjà, il me semble que c'est complètement interdit par pas mal de fédérations. Mais tu as toujours des possibilités d'aller chercher un petit combat en Russie ou dans un coin où les mecs pour un billet ils peuvent te changer quelques trucs, notamment te permettre de boxer en étant dopé, Monsieur Povetkin. Mais c'est pas humain, on peut pas leur reprocher de pas s'être boxé. Si vous connaissez un petit peu l'histoire, ils ont arrêté de même mettre les gants ensemble parce qu'on pourrait se dire ces deux frères qui sont au top niveau en même temps, peut-être qu'ils vont s'entraîner ensemble, qu'ils vont mettre les gants ensemble. En fait, ils voulaient même pas mettre les gants ensemble parce qu'il y a une mise de gants quand ils étaient jeunes, ils préparaient des championnats amateurs, ils sont un petit peu trop tapés sur la gueule. Peut-être que c'est Vitali qui faisait trop mal. ils se sont tapés sur la gueule, ça a fini en sang. Et du coup, depuis, ils ont dit on ne mettra pas les gants l'un face à l'autre. Et on ne peut pas leur reprocher ça. Mais le problème, c'est qu'on a deux monstres qui sont cités dans pas mal de top 20 des poids lourds, de l'histoire des poids lourds. Et le mal de cette époque-là, c'est que ces deux monstres-là ne peuvent pas se rencontrer. Ouais. Ouais, alors, comment tu vois le combat s'il avait eu lieu? Parce que moi, je te dis direct, c'est Vitali, il le descend avant le 9e round. Tu penses? Est-ce que Vladimir nous aurait pas sorti une belle purge comme il a l'art d'en sortir? Je crois Non, pas tu penses pas? parce que Vladimir, il a montré notamment contre les grands gabarits qu'il avait beaucoup plus de mal à boxer. Vitali est plus grand et donc tu peux pas faire une spéciale Lennox Lewis Tyson. Ça déjà là, ça l'aurait beaucoup contrarié et en termes de distance aussi, il n'aurait pas pu marquer le coup. Euh, et Vitali avait un menton, et parfois quand il fallait vraiment y aller, même s'il l'a fait que rarement dans sa carrière, je trouve, mais quand il faut passer au travers, il y allait aussi. Moi, il n'y a pas photo. Pour moi, il y a zéro photo. À partir du moment où il peut pas faire sa Klitschko, son wrestling, il y a pas photo. Enfin, je suis un peu dans l'exagération, Ok. bien sûr. Et à ce moment-là, à moi de te retourner une question. Quand tu veux faire un classement des poids lourds, j'invite tout le monde à aller voir ta vidéo que tu as sortie il n'y a pas longtemps sur ton top 100 des poids lourds, même si je pense que s'ils regardent cette vidéo-là, ils ont vu les autres. Ah ouais, ouais, c'est celle-là. Elle est Euh, sur la page. est-ce que qui a la meilleure carrière entre les deux? Ah, là on est sur... ouais, effectivement.
Là, on est sur deux questions différentes. Là, où on est sur ou le, comment dire, l'univers du ring, on en reste là, ou alors on parle de la boxe et donc du boxing business et donc de tout ce qui va avec. Là, effectivement, la meilleure carrière, et encore, ça se joue pas grand-chose finalement, quand il réfléchit bien, mais c'est quand même, oui, Vladimir, parce que il y a le long règne, parce que il prend une ceinture à la fois et qu'à un moment il a quand même les trois ceintures, hein, c'est bien ça. Euh, et puis, ouais, puis de toute façon, c'était un petit peu. En plus, c'est un peu joué d'avance. Les dés sont pipés parce que Vitali, quand il fait son comeback pour quelques combats, il nettoie aussi un peu la compétition qui aurait pu gêner Vladimir. Tu vois ce que je veux dire? Parce que finalement, il prend des combats un peu plus compliqués. Parce que quand Vitali prend Derek Chisora, et que Chisora il sort un combat et tout, ben tu te dis ah bah Chisora j'aurais voulu le voir contre Vladimir, ça aurait été une autre affaire. Et donc en fait c'est complète leur, enfin c'est une association de malfaiteurs. Est-ce que, ok, alors, je, 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 je vais finir sur ce combat-là en te posant la question, et je serais très fier de ça. Est-ce que tu connais l'anecdote entre Don King et les deux frères Klitschko? Ah si aller dans leur documentaire là. Il y a un documentaire sur les frères Klitschko, même on les voit jouer aux échecs et ils parlent de cette anecdote de Don King. Et comme j'ai vu ça il y a à peu près quand c'est sorti il y a une dizaine d'années, j'ai oublié. Mais c'est pas par rapport à une signature. Il y a un truc avec ces. Exactement. Alors après Vas-y. les jeux, après quand ils vont commencer Oui, leur c'est ça. carrière pro, Après les Don jeux, King veut les 96. signer et il les invite dans un hôtel et En dans la Floride. réception d'un hôtel, il privatise un truc et, euh, et apparemment il sort un truc très poétique puisqu'il y a un piano au milieu de la pièce et il joue du piano en leur racontant toute leur carrière qu'ils pourraient avoir en signant avec lui et les deux Klitschko l'écoutent et à la fin de tout le baratin de Don King, ils se rapprochent du piano et ils se rendent compte qu'en fait c'était un morceau qui était enregistré. Oui. Et, et ils se disent que bah, si le mec il les baratine sur du piano, il va la baratiner toute leur carrière et du coup ils refusent de signer avec lui. Ouais, bah, ils ont bien fait. Hein. Ouais, ils ont bien fait. Voilà. Hein. Tous les gens qui ont refusé de signer à Don King, ils ont bien fait, mais ils ont peut-être pas eu aussi. Ils ont eu des problèmes pendant leur carrière. Mais ouais, Don King. Faudrait qu'on en parle aussi de lui. Hein, toujours vivant, d'ailleurs. Hein, inarrêtable ce Don King, hein, le Corona ne l'aura pas, toujours vivant. Le mec, il lui restait un boxeur, il a réussi encore à l'entourlouper. C'est incroyable, c'est fou. Tu connais cette histoire là avec Amir Iman qui est un sacré bon boxeur Ouais. voilà. Il, il fait dans une soirée top rank, il fait un championnat du monde contre Ramirez il y a 2 ans, un très beau combat hein, d'ailleurs, un dur combat et tout. Vraiment, je le conseille à tout le monde, c'est vraiment de la très très belle boxe et tout ça. Et donc, on s'aperçoit après tout, une semaine après, la bourse de Amir Iman était de 300 000 $. On s'aperçoit qu'au final, il a touché 40 000 $ et qu'il y a 260 000 $ qui sont partis chez Don King. Tu vois, c'est voilà, jusqu'à la fin, le mec, il les a, enfin bref, voilà. Et il a signé, il s'est pas rendu compte qu'en fait c'était pas les 10% de l'entraîneur, c'était En les tourloupe, 10% du boxeur. en tourloupe Il au moment en tourloupe avec la commission athlétique de New York et tout ça. Grosse entourloupe, un gros dossier d'ailleurs qu'il faudrait voir parce que personne n'est clair dans cette histoire. Donc voilà. Alors bon, euh, tu me laisses le plaisir quand même de supprimer cette photo. Tac, on est bien. Voilà. Ah, là, c'est la vidéo de la dernière fois. Hop, et voilà. Et donc, eh ben, c'était tes 3 regrets éternels. Merci beaucoup d'avoir contribué à ce 5e épisode de la série sur la chaîne. On souhaite longue vie à Overrun, que vous pouvez trouver bien sûr le site internet et la page YouTube, hein, notamment une très bonne vidéo sur Gervonta Davis. Si vous voulez tout connaître de Gervonta Davis, je vous la conseille. Elle est toujours disponible. Et puis, bah, on se retrouve peut-être pour de nouvelles aventures, Florent. Je ne sais pas.
on n'en dit pas plus, mais On n'en dit pas on n'en dit plus. pas plus, mais peut-être que c'est pas fini cette association de malfaiteurs, j'ai envie de dire. Bon, en tout cas, longue vie à Overland, et nous, mes pirates, on se retrouve bientôt. Ciao et boum!